Donc, nous allons poursuivre, si vous le voulez bien. Alors, nous regrettons et nous ne regrettons pas, car elle est là. Ben voilà, vous la voyez. Madame Taria, écoutez, ravi de vous découvrir, malheureusement sur l'écran simplement, mais on est ravi. Alors, on est ravi. On va encore rester dans le champ des pathologies cancéreuses. Madame Juliette Taria est radiothérapeute à Caen. Elle était partie prenante, effectivement, de la journée que vous aviez organisée, Monsieur Guelmich. Et puis, moi, ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est la distanciation ou la capacité de distanciation qu'elle a par rapport à un problème qui, au départ, est un problème clinique et qui va très loin, cette capacité de distanciation. Donc, transcender la technique pour l'humain. Donc, vous voyez que ça va nous inviter à, voilà, à nous creuser un petit peu la cervelle. Un grand merci. Peut-être vous ai-je mal présenté parce que vous avez eu aussi tout un cheminement avant d'arriver à Caen. Mais il y a un état d'esprit qui vous anime et qu'on partage et je vous en sais gré. Vous avez la parole. Le son ne passe pas pour l'instant. Votre micro n'est pas ouvert, semble-t-il. Bonjour à tous, merci Monsieur de Vauchel. Je vais peut-être mettre le micro pour que vous n'ayez pas d'écho. Excusez-moi. Je m'excuse de ne pas être avec vous entre les grèves sur enfin les pénuries de carburant et des travaux majeurs sur les lignes normandes de la SNCF. Ça devenait extrêmement complexe de venir à Amiens. J'aurais préféré être bien sûr avec vous. Je vous remercie pour votre invitation. Le titre est très ambitieux. Malheureusement, je ne suis pas philosophe et je ne suis que radiothérapeute et j'ai principalement des questionnements, aucune réponse. Bon, peut-être c'est le début de la philosophie, mais ça n'en est vraiment que le début. Alors, ce que je voulais souligner, c'est que malgré ce titre un peu déjà critique, on doit noter que des progrès absolument considérables ont été faits dans la prise en charge des cancers. Donc, vous voyez là une base de données américaine qui rapporte des taux de survie à 5 ans moyens dans les 50 dernières années, avec plus 15% en termes de taux de survie à 5 ans, par exemple, pour les tumeurs de la cavité buccale et dans pratiquement tous les cancers, des progrès assez considérables. Alors, on est à l'ère maintenant de la médecine 3.0, ou en tout cas, on veut croire que la médecine, grâce aux transformations numériques, va grandement s'améliorer. Alors, avec plusieurs dimensions, sa personnalisation, la capacité de prédire, de prévenir en particulier, et puis aussi de faire une médecine participative qui finalement implique plus le patient. Cette diapositive est caricaturale, puisque là, c'est pour montrer finalement l'intérêt de la clinique avec des tumeurs on ne pourra pas imager, même avec une imagerie haute résolution. En tout cas, en tant que radiothérapeute, on risque fort de passer à côté si on n'examine pas les patients dans ce genre de situation. Cette diapositive est un petit peu aussi provocative à cause du côté un peu fragmenté finalement de l'humain qu'on voit ici, et puis aussi finalement de cette transformation un peu robotique. Alors, est-ce que finalement cette médecine 3.0, voilà, est-ce qu'on va forcément vers le mieux? Mon opinion est déjà un peu que oui, mais qu'il faut qu'on y mette quelques précautions et qu'on garde une prise en charge holistique. Et c'est un peu le propos de cette présentation. Vous voyez là, par exemple, une représentation de la médecine 3.0 prise sur Internet, où on se pose une question sur la polarité de la relation médecin-patient. Bien sûr, on connaît finalement l'apport de la médecine robotique, de la chirurgie robotique, mais qui probablement aussi a un petit peu ses limites. Et puis là, donc je représente de façon un peu caricaturale le chirurgien, et puis là, le radiothérapeute qui finalement se réduit à une cartographie de doses
avec des voxels qui prennent chacun une dose du plus chaud, du plus fort en rouge au plus faible en bleu, sur quelques millimètres. Donc, une capacité technologique qui est absolument incroyable au jour d'aujourd'hui. Alors, finalement, on avait parlé lors de la journée précision de la chirurgie, et puis moi j'avais fait une présentation sur la précision mutuelle. J'aime beaucoup la thématique des lambeaux parce qu'elle pose énormément de questions dans la pratique du radiothérapeute actuel, et puis c'est presque aussi une métaphore, et puis c'est presque aussi finalement ça illustre très très bien peut-être nos points de vue médecins, patients. Par exemple, lorsque j'ai commencé à travailler sur ce sujet, il a fallu rédiger une note d'information patient pour mener nos études. Et je travaillais avec un interne et qui avait appelé l'étude Lambeau. Alors Lambeau, vous connaissez le livre de Philippe Lançon, et puis on sait dans le langage courant ce que représente ce terme pour les patients. Et donc, la subtilité a été d'essayer de trouver un terme qui ne ressemble pas à ce terme-là. Alors, on est passé à l'anglais en considérant que la plupart des gens n'avaient pas une connaissance aiguë de l'anglais, et que peut-être en anglais, ce terme n'avait pas la même connotation, ce dont je ne suis absolument pas sûre, à vrai dire. Alors, finalement, ce lambeau représente aussi la capacité d'augmenter l'homme, de reconstruire le patient. Et c'est là qu'on va se retrouver en tant que radiothérapeute dans des zones d'achoppement, notamment avec la reconstruction par lambeau osseux, l'implantologie dentaire immédiate, avec finalement dans des tissus vivants aussi des matériaux, en l'occurrence métalliques, et puis des tissus dont la vascularisation va être remodelée, peut-être de façon délétère si l'on considère qu'il va y avoir une radiothérapie après. Vous voyez ici notamment une représentation qui paraît caricaturale, mais qui est un petit peu notre quotidien dans des degrés divers, d'un patient. Parce que vous savez que le point de départ pour une planification de radiothérapie, bien sûr après l'examen clinique, c'est de faire un scanner qui va nous servir à calculer la dose dans les zones qu'on veut irradier et dans les organes qu'on veut préserver. Et là, le point de départ de tout ça, c'est un scanner. Et il nous arrive d'avoir des scanners de cette qualité-là, où ça devient vraiment traumatique pour le radiothérapeute lui-même de devoir planifier quelque chose dans ce contexte. Donc là, dans ce contexte, l'homme est plutôt diminué qu'augmenté si finalement une radiothérapie est requise. Et donc, dans les matériaux de reconstruction qu'on utilise avec des plaques de fixation en titane, on peut avoir ce genre de problème. Donc, les progrès techniques sont considérables. Ce qu'on voit, c'est que finalement, il y a une polarité dans la relation, et puis il y a aussi finalement peut-être une question de temporalité qui est différente entre les patients et les médecins, avec notre vision à court, moyen, long terme. Je ressens moi aussi dans mon expérience personnelle, professionnelle et aussi personnelle, finalement une volonté d'être interventionniste qui parfois est un petit peu en opposition avec un principe de primum non nocere. Et on est un peu poussé par les patients, parce que les patients nous demandent d'agir, sont peut-être rassurés lorsqu'on agit. Et peut-être qu'il faut qu'on arrive à prendre un petit peu de recul parfois dans certaines situations par rapport à cette demande qu'on ressent à plein de niveaux, au niveau aussi de l'hôpital, de l'entreprise qu'est notre hôpital, et puis du patient qui pense que si on agit, c'est qu'on fait quelque chose pour lui, et peut-être si on est dans l'observation, peut-être qu'on ne fait rien pour lui. Donc des questions à se poser. Et puis aussi dans la question de la reconstruction osseuse, et finalement, on vise une question d'esthétique parfois, avec des ostéotomies multiples, une conformation qui se rapproche de l'anatomie normale en termes de forme. Mais d'un point de vue du radiothérapeute, ça peut
peut-être, encore une fois, je n'ai absolument pas de réponse, c'est juste un questionnement à ce stade, induira un risque d'ostéoradionécrose plus élevé du fait à la fois de la vascularisation de ces fragments de ces ostéotomies et du matériel de fixation qui est associé. Alors finalement, si on revient sur la temporalité des progrès médicaux, évidemment, on a fait des progrès majeurs. Et je trouvais l'analogie avec tout le domaine de l'intelligence artificielle assez intéressant. Parfois, on est dans l'innovation et donc on y va avec un grand pas. Et puis finalement, on fait un petit pas en arrière. Je prenais un exemple peut-être pas très réjouissant, mais du traitement hormonal substitutif massif des cancers du sein pour éviter les fractures pour éviter les fractures du col. Et puis finalement, la découverte quelques dizaines d'années après d'une augmentation d'incidence des cancers du sein qui pourrait être partiellement liée à ça, avec d'autres facteurs. Hein. Et donc un petit pas en arrière. Un autre progrès considérable, la chirurgie au robot, et puis finalement avec une très belle présentation le 22 septembre sur la dimension haptique de la chirurgie au robot. Et puis pareil, en radiothérapie, finalement, la volonté d'aller vers des techniques de radiothérapie qui préservent de mieux en mieux, qui diminuent les toxicités qui sont encore vraiment trop importantes, en particulier dans les pathologies de la tête et du cou, dans les cancers de la tête et du cou, et où finalement on va hyper moduler, c'est-à-dire faire ces cartographies de doses très subtiles et avec des gradients de doses très abrupts, et la volonté finalement d'aller sur de segmenter les organes, puisqu'on voit bien que avec cette hypermodulation, on n'a pas répondu à la question de la toxicité. Et donc, on va segmenter les organes en voxels, en sous-unités fonctionnelles. Mais est-ce qu'on va y arriver? Ça n'est absolument pas sûr. Ce questionnement touche aussi la notion de médecine personnalisée. Alors, on l'entend beaucoup quand même au jour d'aujourd'hui sous l'angle de la génomique, ce qui est évidemment extraordinaire de pouvoir caractériser l'humain en fonction de ses gènes et de ses susceptibilités. Mais finalement, personnaliser, ça comprend tellement d'autres dimensions que est-ce réellement le bon terme? Et est-ce qu'on ne doit pas envisager une médecine plus holistique que cela en parlant de personnaliser? Un autre écueil que moi je vois dans ma pratique, c'est qu'on finalement on fait nos prédictions, on considère des statistiques fréquentistes de population, mais finalement en termes de prédictions individuelles, on est encore très très loin de pouvoir proposer des modèles qui nous rassurent. Et en radiothérapie, c'est particulièrement représentatif parce qu'on fait ce qu'on appelle une planimétrie inverse, c'est-à-dire qu'on va définir, à partir de ce scanner que je vous ai montré, des priorités de dose en fonction des organes qui sont présents dans la zone d'irradiation et dire je ne veux pas plus de tant de doses à cette zone-là, je veux au moins cette dose-là à tel endroit. Et en fonction de ces priorités, un algorithme d'optimisation est réalisé. Sauf que finalement, on se base sur des statistiques fréquentistes et qu'on a d'énormes incertitudes du fait de la nature des données qu'on avait recueillies. Et au jour d'aujourd'hui, on voit bien qu'on n'est pas précis au niveau où on devrait l'être à l'ère de la médecine 3.0, à supposer qu'on y soit déjà. Et un autre point qui me paraît très important et qu'on a particulièrement discuté le 22 septembre, c'est l'interdisciplinarité. Bien sûr, on a des disciplines extrêmement pointues, on se surspécialise et puis parfois au point de finalement s'ignorer de limiter nos interactions et de ne pas comprendre à quel point les progrès de l'un peuvent impacter la pratique de l'autre. Et donc, l'idée, c'était de considérer qu'on doit faire attention de ne pas segmenter trop nos disciplines et revenir vers des discussions qui vont au-delà des indications de RCP pour vraiment comprendre
la technicité de nos disciplines et leur impact sur le vivant. Alors du coup, voilà une appropriation un peu provocative parce que vous êtes beaucoup de chirurgiens dans la salle. Donc la chirurgie de reconstruction, finalement, c'est une question de radiothérapie. Voilà la provocation. Je vous montre un petit peu des schémas de choses qu'on fait en radiothérapie et qu'on essaye d'améliorer ce à quoi je travaille. Donc, l'irradiation en situation de lambeau. On voit que la totalité du lambeau, là, est reconnue par le radiothérapeute comme une zone à risque, ce qui est probablement inadapté, puisque la partie centrale du lambeau n'est pas au contact de la maladie tumorale microscopique. Et donc, on doit pouvoir probablement faire mieux. De la même façon, l'intégration des matériaux de fixation qui artefactent énormément les scanners qui sont la base de notre radiothérapie peuvent poser problème. Et puis, on a des questionnements analogues dans d'autres chirurgies, là pour le coup, non pas de reconstruction, mais des modalités de chirurgie mini-invasive. Encore une provocation, la chirurgie de reconstruction, une question de radiothérapie. Vous voyez là un lambeau pédiculé, irradié, avec une radiothérapie ancienne, mais des séquelles majeures. Et puis, finalement, toute cette thématique des lambeaux qui vise à finalement maintenir ou restaurer une fonction qu'on aurait perdue après la résection tumorale et qui montre que le lambeau diminue en taille et se modifie en texture avec la radiothérapie, mais possiblement aussi avec des modifications qui sont notamment spontanées post-opératoires. Là, si on regarde de la même façon un lambeau tissu mou ici, puis un lambeau avec une composante osseuse ici, voilà ce qu'on voudrait arriver à faire, irradier uniquement la zone à risque au niveau de la jonction lambeau et tissu mou, et non pas la totalité du lambeau. Et puis, cette question des lambeaux osseux, où finalement se pose la question des ostéotomies multiples et la façon d'irradier ces lambeaux osseux, qui pour l'instant est encore probablement improprement géré en radiothérapie dans la plupart des cas. Finalement, pour les radiothérapeutes, ce qu'il faut comprendre, c'est que, bien sûr, on est conscient de la morbidité des traitements qu'on produit. Ce qu'on a en tête dans les cancers de la tête et du cou, les épidermoïdes en particulier, c'est que la récidive est la plus grave des toxicités. Donc, si je devais schématiser finalement la priorité numéro 1 des radiothérapeutes, ce serait celle-là. Mais on a maintenant la possibilité de conjuguer nos progrès pour aller vers des moindres toxicités. On peut réduire, donc pour les lambeaux, faire ces gradients de dose. C'est un petit peu l'analogie du pointillisme. Hein. On peut vraiment aller moduler. Attention néanmoins de garder le sens clinique et de ne pas aller travailler que sur une image. Et on peut le faire aussi dans la chirurgie, par exemple, des sinus, après chirurgie endoscopique endonasale, qui pour nous est intéressante puisqu'elle permet de diminuer le temps de récupération post-opératoire et doit pouvoir permettre de traiter les patients plus précocement. La question qui se pose ensuite, c'est d'essayer d'harmoniser votre pratique avec la nôtre en essayant de réduire les volumes irradiés sans prendre de risque tumoral et en utilisant les outils qu'il faut et en gardant un grand sens clinique. Alors finalement, en conclusion, des progrès indéniables ont été réalisés et continuent d'être réalisés. Donc là, le propos n'est pas le propos du désenchantement, le propos est plutôt de se dire que l'écueil est d'aller vers l'hypertechnicité et qu'on doit garder la notion du vivant, qu'on a un petit peu de tendance à se segmenter, aussi bien au niveau de nos disciplines, dans nos hyperspécialisations, et qu'on doit essayer d'intégrer peut-être plus encore la notion d'intégrité corporelle et psychique des patients et essayer d'aller vers une prise en charge holistique. Voilà, et puis je pense que l'interdisciplinarité, qui est un mot
qui est dans le champ de beaucoup d'appels à projets actuellement, est extrêmement importante et qu'on doit la pousser peut-être encore plus loin qu'on ne le fait aujourd'hui. Et la temporalité aussi est probablement un sujet qui est important parce qu'on ne la vit pas de la même façon en tant que patient et en tant que médecin. Et peut-être que c'est quelque chose qu'on doit garder également en tête. Voilà, je vous remercie. Donc, beaucoup de questions, pas tellement de réponses. Mais en tout cas, sur la confrontation de nos disciplines en tant que médecin, je pense que nous avons quand même quelques pistes. Merci à vous. Alors, ravi à la fois de votre propos, de vos propos, ravi de vous avoir entendu en droite ligne, effectivement, de ce qui s'était passé quand vous étiez là avec ce thème de la chirurgie de précision. Ravi aussi d'entendre ce mot holistique, n'est-ce pas, qui doit effectivement guider notre démarche médicale. Je voudrais vous rassurer, il n'y a pas que des chirurgiens dans la salle, loin s'en faut, et vous avez même quelques philosophes qui viennent d'arriver, je crois, et qui seront peut-être heureux de vous poser à leur tour des questions. Alors, bien sûr, j'ouvre le débat. Qui souhaite poser une question à notre collègue radiothérapeute qui, vous le voyez, a vis-à-vis du patient, vis-à-vis du cancer, une lecture, moi, qui me fait extrêmement plaisir. Pas de... Ah, s'il vous plaît. Ah, alors voilà, c'est notre collègue psychiatre qui va vous interroger, Madame Canadel. Alors, ce n'est pas exactement une question, mais c'est plus une réflexion que votre propos m'inspire par rapport au fait qu'on est surspécialisé et peut-être que moi, je suis psychiatre de liaison, donc je vais dans tous les services de l'hôpital et la surspécialisation, c'est quelque chose que je constate tous les jours. Et en fait, ce qui peut m'inquiéter, c'est que la psychiatrie aussi se surspécialise. C'est-à-dire qu'on devient spécialiste de l'anorexie, de la schizophrénie. Hein. Et donc, en fait, effectivement, à l'hôpital, les avis vont s'additionner, vont se superposer. Nous, on nous demande beaucoup d'avis pour faire telle intervention, etc. Mais en fait, l'avis, il est mis dans le dossier, mais on ne discute pas les uns avec les autres de la personne. Et donc, vraiment, quand je vous ai écouté, j'ai vraiment, c'est quelque chose qui résonne fort dans mon expérience, ce que vous avez dit. Merci beaucoup. Merci à vous. Après, voilà, on est aussi humain et on a des limites temporelles dans notre exercice. Alors, je pense que... Et puis, on manie tellement de données et finalement, la technique a tellement évolué que ça nécessite de peut-être mobiliser toute notre énergie sur ces développements technologiques. Donc, ça n'est absolument pas une tâche aisée d'arriver à garder cette ouverture vers finalement les autres champs de notre spécialité ou les autres spécialités. Et encore... et plus encore voilà, le point de vue du patient. Donc, ce sont finalement des questionnements parce que quelles sont les possibilités de mettre en œuvre finalement tous ces objectifs finalement. Et en fait, juste pour aller dans le sens de Mme Crades, je pense que vraiment, enfin, nous, on a la chance de l'avoir, et donc, peut-être qu'elle met des mots dans le dossier, j'en sais rien, mais elle vient, on discute. Et c'est sûr que nos traitements ne sont pas les mêmes. C'est absolument certain. On n'est pas en applicatif, évidemment, il peut y avoir toutes les RCP de la Terre, etc. Mais d'un coup, elle vient s'asseoir, elle dit « Ah oui, vous en êtes là. » Et donc, je ne dis pas qu'on change radicalement. Évidemment, il y a le patient, etc. Mais quasiment à chaque chapitre, on peut dire deux types de pathologies, que ce soit la dysmorphose, la cancérologie, la chirurgie cutanée, enfin, peu importe. Il y a toujours, et quand, le problème, c'est qu'il faudrait qu'on ait un psychiatre ou quelqu'un qui pense, je ne peux pas dire qu'on ne pense pas, pour discuter, quoi. Et ça, c'est
je veux dire, c'est un luxe, on va dire, hein, parce que c'est vrai qu'on demande les avis et alors, il ne faut pas faire peur aux gens, mais on a demandé l'avis, c'est coché. Mais c'est pareil pour la biologie, c'est pareil pour tout. Et qui va regarder dans le dossier, surtout qu'on n'a plus le droit de ces papiers. Et donc, c'est juste pas possible, quoi. Et donc, du coup, ah oui, c'est vrai, on avait dit ça. Donc, c'est quand même questionnant, quoi. Oui, oui. Bah, on est obligé d'y aller petit à petit, humblement. Donc, c'est pour ça que moi, la question des lambeaux me tient à cœur et je pense que là, on peut déjà essayer de progresser, en tout cas dans cette interdisciplinarité. Les radiothérapeutes, je pense qu'on peut faire quelque chose. Et on a le travail, le champ à remplir est immense. Pour ceux qui ont un lambeau, en fait, on irradie du tissu sain. C'est ça, quand même. Alors, je ne sais pas si vous parlez, mais je vous entends. Oui, merci de vous m'entendez? Oui. Très bien. Merci de votre présentation que j'ai trouvée très intéressante. Je voudrais faire une remarque sur le holisme et, disons, versus médecine personnalisée. C'est vrai que dans les années 2000, médecine personnalisée désignait avant tout des approches de génomique et en face de quoi on pouvait trouver des arguments en faveur d'une médecine holistique prenant en compte la totalité du patient. Aujourd'hui, médecine personnalisée désigne des approches holistiques. C'est-à-dire que sous ce concept-là, on va rencontrer des approches intégratives et jusqu'à l'exposome. Et par conséquent, je pense que l'enjeu aujourd'hui n'est plus de penser médecine personnalisée ou personnalisée versus holisme, mais de penser deux formes de holisme, ou de bien les distinguer. Un holisme qui repose sur l'acquisition de données par toutes sortes de technologies, versus un rapport holistique au patient qui ne se résume pas justement à l'acquisition de données. Et le Non, médecin, bien sûr, bien sûr. patient, Bien sûr, vous avez vu ça. Réservoir de données. Bien sûr, les traits sont forcés dans le sens de finalement amener à la réflexion, mais je crois que finalement quand on est dans cette réflexion-là, c'est forcément dans le sens d'une prise en charge holistique qu'on intègre la personnalisation. C'est intéressant, effectivement, à travers cela, si vous voulez, comment les deux communications de ce matin, on arrive effectivement à la même réflexion. Et une remise en question aussi, alors là, moi je me tourne davantage vers les chirurgiens, peut-être à une repensée effectivement de l'acte chirurgical et de l'acte chirurgical reconstructeur et de la nécessité effectivement, au-delà de la RCP première, de continuer le dialogue avec tous ceux qui sont, c'est-à-dire que la dimension holistique de l'individu soit, mais aussi la dimension de groupe par nécessité qui doit se continuer dans le suivi et dans les choix thérapeutiques pour les patients. Patrick. Do Paris, quelques réflexions et une question. D'abord, dans votre diapo initiale, c'est malheureusement quelque chose qu'on retrouve trop souvent, mélanger la bouche et la gorge fait qu'on constate une amélioration de la statistique au fil du temps. Je ne suis pas sûr que pour la cavité buccale, nous puissions être aussi optimistes. Concernant la reconstruction, en effet, à Salpêtrière, à une époque, on avait poussé le bouchon extrêmement loin vers la mise en place immédiate des éléments permettant une restauration de la fonction, et c'est là qu'on retrouve le rôle essentiel de cette prise en charge globale. Dans la face, on ne peut pas se permettre, entre guillemets, de démonter sans penser à l'avenir, avec des mises en place immédiates d'implants et de prothèses, etc. Et nous avons fait largement marche arrière parce qu'en effet, nous avons heurté à des ostéonécroses sur des lambeaux mis immédiatement, mais même en secondaire. Et ça pose une première question qui est celle du délai entre l'exérèse tumorale et sa reconstruction d'une part et la mise en route de la radiothérapie d'autre part. C'est ma première question. Ma deuxième question concerne le repérage que vous êtes amené à faire en post-opératoire sur, comme le disait le professeur Testelin tout à l'heure, et comme vous l'avez dit, sur des tissus sains. Est-ce qu'il ne faudrait pas envisager un repérage préopératoire de votre part et qui pose la question de la détermination très précise du volume exact de la tumeur en préopératoire? Et là, on rejoint peut-être des arguments biologiques plus que cliniques ou même radiologiques. Et troisièmement, en effet, c'est plus une question. J'ai eu la chance de diriger un service dans lequel il y a toujours eu un psychiatre et une équipe de psychologues qui nous amène à nous poser la question fréquemment sur ce que nous faisons.
Pour votre première question, je pense qu'il y a plusieurs approches. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de thèses de sciences, enfin des travaux de recherche sur les matériaux de reconstruction et aussi peut-être les techniques de reconstruction. On évoquait la dernière fois avec professeur de Vauchel des techniques tenon-mortaises. Je ne suis pas du tout experte dans l'évaluation des contraintes mécaniques et de la capacité des matériaux à remplir ce prérequis, à répondre à ce prérequis de pouvoir supporter quelques contraintes mécaniques assez puissantes sur la mandibule. Mais voilà, donc je pense que ce sont des pistes de recherche qui sont déjà très actives sur le choix des matériaux et la façon de les utiliser. Et ça, peut-être, ça peut résoudre quelques problèmes. Par exemple, en dentaire, notamment quand on doit faire une protonthérapie, le problème des matériaux métalliques est encore plus prégnant. Et on est amené à enlever les amalgames dentaires en mercure et à les remplacer par des résines équivalent eau qui donc non seulement nous donnent finalement nous permettent de calculer la dose avec plus de sérénité et aussi enlèvent ces artefacts métalliques qui sont particulièrement délétères pour la précision de la radiothérapie. Alors évidemment, pour les implants, c'est un autre problème, mais pour les couronnes et pour les amalgames dentaires, on peut faire quelque chose. Votre deuxième question était sur la planification. Comment est-ce qu'on peut prendre en compte finalement l'anatomie préopératoire? Effectivement, c'est une question extrêmement difficile. Je pense que nous, radiothérapeutes, ne passons pas assez de temps au bloc opératoire et que vous, chirurgiens, ne passez peut-être pas assez de temps avec nous sur les consoles de radiothérapie parce que finalement, la vision opératoire nous renseignerait énormément et nous permettrait de corréler ça à l'imagerie post-opératoire également. Donc, peut-être que là, c'est pareil, c'est de l'ordre d'une confrontation de la vision clinique qui doit se compléter la vision radiologique qui ne peut pas suffire en post-opératoire. La radiothérapie post-opératoire est beaucoup plus complexe qu'une radiothérapie tumeur en place. Donc, je ne sais pas si je réponds un petit peu à vos questions. Une anatomie du vivant, oui, plutôt qu'une anatomie d'imagerie. C'est comme on allait avant, enfin beaucoup plus que maintenant, au laboratoire d'histologie et c'est vrai que les internes qui font 6 mois en radiothérapie, c'est absolument super parce que là il y a le vrai. Voilà, les chirurgiens sont. C'est 6 mois de l'internat, mais je pense qu'aucun ne le regrette. Même s'ils doivent embrasser tous les types de pathologies. Mais du coup, il y a un vrai dialogue à ce moment-là. De dialogue, toujours. Peut-être c'est ce qu'on devrait essayer de forcer. C'est-à-dire, des fois, on voit arriver des internes d'autres spécialités qui font un petit peu leur thèse en qui préparent leur thèse et qui sont finalement à moitié en radiothérapie. Mais peut-être qu'on pourrait essayer de proposer des sujets interdisciplinaires, quitte à aller vraiment assez loin dans la compréhension de la radiothérapie pour des internes de spécialité. Je pense qu'il faut qu'on forme les générations futures à cette interdisciplinarité. Tout à fait d'accord. Je suis navré, Madame Taria, mais on va essayer de poursuivre. Enfin, je pense que vous avez, alors on vous remercie infiniment, je pense que vous avez le programme parce qu'on va changer effectivement dans l'esprit de ces journées et vous êtes bien évidemment invité si tel ou tel sujet vous intéresse et à intervenir, bien sûr, si vous avez telle ou telle question à poser. Parce qu'il y a un lien Zoom de toute façon qui marche pour tout le monde. Merci beaucoup. Parfaitement, il marche bien. En tout cas, de mon côté. Merci à vous. Merci beaucoup.